Cette semaine, dans le balado, on affronte des déesses en colère et l'amour est dans le soulier. What? Ça se peut? Hey, vous êtes bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. C'est-tu Cendrillon, ça, l'amour est dans le Ça soulier? pourrait effectivement être une reprise de Cendrillon. C'est moi maintenant qui ai la voix roueuse cette semaine. Pour moi, tu me refilais tes bébites. Ah non, il y a eu un délai. Là, c'est vrai, je me détache de tout ça. Donc, sortie d'un film québécois assez attendu cette semaine. Une grosse production, La Cordonnière. Oui. Un retour d'un super-héros également. Et avant de faire le tour d'horizon des sorties de la semaine, un petit tour d'actualité. Semaine assez tranquille quand même. Oui, écoute, on peut commencer par faire notre retour sur les Oscars. Bien sûr. Est-ce que c'était ta meilleure performance? Je confesse que ce n'était pas une très bonne performance. Je me suis fait déjouer. Je pense comme bien du monde, All Quiet on the Western Front a remporté un peu plus de statuettes que l'on prévoyait. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y avait comme 9 nominations, mais tu t'as dit, on se fie beaucoup à toutes les guildes, puis les galas et les cérémonies de prix qui ont lieu pré-Oscar, mais Quiet était jamais là, puisqu'il est un film étranger. Fait que là, on se basait, OK, ça va être sûrement Elvis, ça va être Babylone, ça va être ça. Puis là, il est arrivé, puis c'était All Quiet. Il a fait un petit razzia quand même, mais pleinement mérité quand même. C'est un très bon film. Alors, moi, j'ai terminé avec 15 sur 21. Alors, je me suis trompé 6 fois. Là. J'ai pas noté mon score, mais je me suis trompé au moins autant souvent que toi, et peut-être plus, parce qu'il y a des affaires que j'avais pris différents, que des fois tu as eu, ou que les deux, on avait la mauvaise chose. Everything Everywhere va passer la gratte. Oui, 7 prix quand même. Très content pour ce film qui les méritait tous, honnêtement. Ça donnait quand même aussi de très beaux moments de remerciements, honnêtement. Ouais. Ça a été un bon gala à ce niveau-là, très émotif. C'est ce que je disais, moi je pense que j'avais déjà écouté des bribes là, des Oscars, soit des fois des discours sur Internet par après, et en direct le dimanche, il y a quelques années, surtout quand je vivais chez mes parents, je pense que ma mère l'écoutait, fait que je me retrouvais à l'écouter pendant un peu une demi-heure, mais je me sentais pas tellement impliqué, là, j'avais vu 1 ou 2 films, puis Tom Hanks gagne, c'est cool, je l'aime, mais j'ai pas vu ce film-là. Mais là, je pense qu'avec justement le Everything Everywhere, puis je l'ai suivi de près, même l'an dernier, je l'avais pas suivi très tant que ça. Puis je me sentais vraiment impliqué. Puis nous autres, on avait les joues humides à la maison avec tous les premiers discours en force là, de Kiwi Kwan et Jamie Lee Curtis puis Brendan Fraser également. Et d'ailleurs, félicitations à notre Québécois, Adrien Moreau, qui a remporté un prix pour le maquillage pour The Whale. Donc, encore là, amplement mérité. Donc, somme toute, moi, c'est un gars que j'ai bien apprécié. J'adore, honnêtement, Jimmy Kimmel. J'écoute son émission de temps en temps. Quand le ton pince sans rire un peu. Oui, c'est ça. Il est très moqueur, puis il se prend un bon sens d'autodérision aussi. Et je trouve qu'il fait une bonne job, là, un animateur très classique pour les Oscars. Donc, puis, on se textait un peu, puis c'est ça, vers 11h, je disais, OK, là, moi, c'est dimanche, là, je suis fatigué, je vais me coucher, je checker le reste. Puis là, un peu le temps de me laver les dents, je laissais la télé rouler, puis là, j'ai fait, il reste juste acteur, actrice et meilleur film, tu sais. Fait que je les écoutais. Ça a fini vers 11h35 à peu près. On y échappe pas le 3h30, c'est toujours pas mal. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, ils ont remis toutes les catégories. Fait que là, il y a eu 23 catégories, je pense. 23, me semble. Puis ça a duré moins de 3h45. Moi, je trouvais ça épatant. Je me souviens des années où ça finissait quasiment à minuit. Ils montraient moins de catégories que ça. Mais tu disais qu'ils ont peut-être enlevé une coupe de montage puis de retour. Puis j'ai l'impression qu'il y avait moins de flafla aussi l'entourant les présentations. Là. Des fois, il y a toujours des petits sketch là. C'est ça. Des présentations de 5 minutes. C'est là, ça, là, fait que tu accumules ça 4-5 fois dans la soirée, plus 2-3 montages. Fait que on dirait que c'était un peu plus dynamique là, cette année. C'est cute de voir souvent c'est des anciens gagnants ou des comédiens qui ont eu des projets qui s'en viennent ou qui ont été lieu dans l'année. Mais c'est jamais drôle, là. Tu sais, c'est cute de les voir, on est content, c'est on l'aime. Ça dépend c'est qui, honnêtement. Jim Carrey, Will Ferrell. Je me souviens que Ben Stiller a aussi des grosses époques quand il venait présenter. Là. Quand eux autres sont en forme puis ils s'y mettent, là, ça peut être très, très drôle. Parce qu'il y avait même eu un moment donné, Jack Black et Will Ferrell avaient chanté
Non, pas Jack Black, c'était le gars de Step Brothers, là, voyons. John C. Reilly? Ouais, John C. Reilly sur, je me rappelle plus du sujet, là, mais en tout cas, c'était hilarant, c'était très très drôle. Ok. Fait que, quand ils prennent des humoristes, alors peut-être, ouais, c'est ça. Mais on dirait que quand ils écrivent des blagues oui, pour Ali c'est... Berry, c'est comme, ça lève pas tant que ça. Ouais, il y en a qui sont moins naturels, mais ouais, c'est ça. Là, je disais ça de même, là, je pense pas qu'il y en avait cette année, là, mais... Ouais. Fait que, bref, je trouvais que ça roulait bien. Puis aussi, tu sais, quand ils présentent les nommés, c'est très rapide. Là. Il y a des années, je pense que c'était quand même quasiment des extraits de 30 secondes de chaque nommé, chaque projet. Là. Vous les connaissez. Là. Ouais, c'est ça. On y va. Non, je sais plus où j'allais. Ah, ben, un peu les grands perdants, finalement, c'est les Elvis, Banshees, puis Fableman. Ouais, quand même. Qui avait puis même Tar, à la limite, là, qui avait un gros lot de nominations. Ouais, c'est rare qu'on voit ça aussi divisé en 2 films. Habituellement, il y en a toujours quand même quelques-uns qui vont réussir à en avoir 2-3, mais cette année, là, c'était assez clair. Donc, ouais, quand même beaucoup de grands perdants. Ouais, c'est ça. Quand même. Et le pauvre John Williams, qui, écoute, je pense que c'était sa 50e nomination, genre. Puis c'est ce que Jimmy Kimmel, d'ailleurs, l'a agacé en disant, ouais, je pense que 5 ou 6 victoires, fait que c'est comme pas... C'est impressionnant, moyenne, mais c'est pas une bonne moyenne au bâton. Non, là, fait que, mais c'était quand même émouvant de le voir sur place. Quand même. Parce que d'un côté, il doit avoir une liste. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a des gens qui ont été nommés une fois puis qui ont gagné une fois. Ils sont comme 100%, mais ils n'ont pas fait un film non plus. Là. Ils ont peut-être fait 35 films dans leur carrière, mais il y en a eu un. Tu sais, Brendan Fraser, c'est peut-être un peu ça, là, à moins qu'il retrouve plein de rôles aussi intenses et tout. Là. Mais tu sais, toute sa carrière de film, c'est là. Puis, Michel Yeo, c'est un peu ça aussi. C'est sûr que c'est pas tout aux États-Unis, c'est international, mais ça se veut la reconnaissance et tout. Alors que d'autres, Cate Blanchett, en a quoi, 2 ou 3 à date, puis ça fait comme 4-5 fois qu'elle est nommée. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il y en a autant. Peut-être 2, ouais. Peut-être actrice Blue avec Jasmine, le soutien, je pense. Blue Jasmine, assurément. Puis, il me semble qu'il y en avait un autre. Et je pense que le plus drôle des remerciements, c'était celui pour le montage. Je pense que c'était Paul Rogers de son nom, en tout cas, qui a pour gagné Everything Everywhere, lui qui ouais, arrive comme tout seul. Ouais. Ouais, puis en plus, il dit lui-même, c'est juste son 2e film. Là. Ouais. Fait que quand même, pas si mal. Là. Il doit avoir quand même un peu ce sentiment-là d'imposteur, tu sais, quand c'est tes premiers balbutiements dans ce milieu-là, premier crédit officiel, puis finalement tu réussis à avoir l'acteur, tu sais, devant tant d'autres. Mais j'ai pas regardé c'était quoi son premier film, c'est ça? Je sais pas si c'était l'autre film des Daniels. Mais oui, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... La plupart des prix techniques, le son, le maquillage, les décors, tu sais, sont plusieurs. Là, ils sont une équipe à travailler. Là, on voit aussi les gagnants de meilleurs documentaires, courts-métrages d'animation. C'est des ensembles de production, tu sais. Mais lui, c'était le premier comme prix technique qu'il montre, c'est moi. Tu sais, il doit avoir un assistant ou une assistante aussi, des fois, qui travaille des choses, mais c'est comme, ouais, c'est moi. Je parle au Daniel, je monte ça chez nous, puis ça doit être bizarre, ce rôle-là, que... Un peu comme la musique aussi, tu sais, toutes les comment dire, les maquilleurs, les cinémas, les directions photos, ces choses-là, sont tous sur le plateau. Ouais. Ils ont des anecdotes de plateau, ils ont travaillé en amont, ils travaillent dessus. Il y en a qui travaillent plus après, c'est fini leur travail. Mais tout après, en post-production, c'est assez solitaire. T'as pas le même party, même ceux qui font les effets visuels, mais ils sont une gang ensemble, c'est un bureau de travail et tout, mais bref, je trouve ça drôle, celui qui va faire la musique, c'est comme, je fais des back and forth, moi je travaille avec les musiciens, mais je connais pas Jamie Lee Curtis. Là. Non, effectivement, j'ai peut-être vu un party à la première, puis c'est tout, là, ça fait partie de toutes les facettes de la production d'un film, finalement. Et puis, qui dit Oscar, c'était également les Razzies qui avaient eu la veille le samedi. J'ai pas regardé ça, qui était le grand... On dit-tu des gagnants ou des perdants? Ouais, je peux dire les deux. Dans ce cas-ci, c'est Blonde qui a récolté la palme d'honneur pour le pire film et également scénario, donc un doublé. Et Morbius également, un petit doublé dans le rôle, dans les comédiens, catégorie acteur pour Jared Leto et actrice de soutien également. On sait qu'il y avait une petite controverse
s'entourant les Razzies cette année parce qu'ils avaient nominé une jeune comédienne d'11 ans. Oui, c'est vrai pour Firestarter. Finalement, suite à tout ce backlash-là, ils avaient finalement retiré cette candidature et j'ai trouvé ça sympathique quand même cette année. Donc, dans cette catégorie-là, au lieu de donner un gagnant, et ce sont eux-mêmes qui sont octroyés le prix finalement. Ah ouais, les ok. Razzies, Razzies. pour cette débâcle-là. Donc, j'ai trouvé que c'était de bonne guerre quand même. Bon. Mais j'ai pas vu Blonde, mais je trouve ça surprenant que ça a été pire que Morbius. Morbius, c'était vraiment pénible. Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi que c'est... il y a beaucoup de vitriol entourant ce film-là. Peut-être parce que c'est une version controversée de Marilyn Monroe, qui est quand même une icône de la culture américaine et tout ça. Mais en même temps, c'est jamais prétendu être une biographie. C'est vraiment adapté d'un roman qui est une version justement romancée de la vision. Puis, c'est... Ouais, c'est ça. J'ai vu des affaires bien pires que ça. Donc, en tout cas, des fois, ça arrive comme ça. Moi, j'ai une petite nouvelle. Ouais, vas-y, je t'écoute. Nouvelle québécoise. Oh! C'est chaud. Ouais, oui, c'est sorti, je pense, hier même. En plus, t'es un grand fan de BD comme moi? Quand même. Oui, mais j'en lis pas autant que j'aime ça. Tu as sûrement lu Les Pauls de Michel Ramagliati. Oui. Ben voilà. Alors, on avait eu un Paul à Québec en 2015. Alors, François Bouvier, le réalisateur de La Cordonnière, qui avait réalisé Paul à Québec, a confirmé travailler sur Paul un travail d'été, qui est la deuxième bande dessinée où on retrouve un jeune Paul de 18 ans qui travaille dans un camp d'été et tout ça, donc Premier Amour et tout ça. Probablement, moi, je pense un de mes albums préférés de la série, honnêtement. Je la trouve vraiment excellente. Donc, il travaille là-dessus. Voilà. Donc, on n'a pas encore de date de tournage. Je pense pas que le financement est octroyé officiellement, mais je pense qu'on... C'est ça, on est dans la scénarisation. Oui, c'est ça. Donc, et il confirme qu'on devrait revoir quand même François Letourneau un petit peu, parce que là, évidemment, François Letourneau incarnait Paul à l'âge adulte dans Paul à Québec. Fait qu'il va comme avoir des flashbacks. Probablement, c'est ça. Donc, fait que là, il va falloir trouver un jeune... Un jeune Paul, effectivement. Donc, qui est très curieux de voir il faut qu'il ait comme 16 ans. Fait que là, plus 18, qui était en 18 puis 20. Là. Je sais pas s'il acte encore, mais le fils de Daniel Grenier puis de Marat Tremblay, là, qui était dans Genèse puis dans Les Démons. J'ai pas vu, fait que je peux pas te mettre de visage dessus. C'est justement, je pense qu'il s'appelle Grenier Tremblay comme nom de famille. Édouard. Ouais, je pense que c'est ça. Une bonne petite bête, j'irai voir ça. Ouais, ben peut-être. Je sais qu'il fait de la musique pas mal ces temps-ci. Je sais pas s'il fait encore ça. Bref, c'est juste, je pensais tout de suite à un jeune. Mais si tu veux, comme, voyons, François, j'ai déjà oublié son nom. Les Tourneaux. Il y a un visage assez triangle quand même. Fait que ça prend. Ouais. Bref. Et une façon de parler aussi. Il y a vraiment son style de delivery, comme on dit. Mais j'ai pas vu Paul à Québec. Est-ce qu'il gardait le même delivery qu'on lui connaît de séries noires et de tout ça? Oui, peut-être pas aussi cynique nécessairement, mais oui quand même. Je pense qu'il y a vraiment son style à lui. Mais honnêtement, Paul à Québec, je te l'invite à le voir. C'était vraiment une très très belle adaptation. Et ce qui était le fun, c'est qu'ils ont conservé la bande dessinée au cœur de l'histoire, parce qu'ils auraient pu évacuer ça. Mais non, on le voit vraiment dessiner. Il est comme en train de dessiner ce qu'il vit. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très, très bien. Alors, Paul a un travail d'été. À venir, effectivement. Sinon, bonne annonce, encore là, très tranquille, mais on a enfin eu la vraie ou l'entière bonne annonce de Little Mermaid. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, qui était sorti aux Oscars comme on avait annoncé. Mais pas... pas pendant les pauses, mais vraiment, ils l'ont présenté pendant la cérémonie. C'est très spécial. Ce qui était un peu malaisant. J'imagine les autres studios doivent se questionner un peu parce qu'on sait que les Oscars étaient diffusés sur la chaîne ABC qui appartiennent à Disney. Donc voilà, toute convergence. Oui, tout à fait. Et là, la convergence. OK, mais bref. Fait que c'est les deux actrices principales. J'ai tout oublié les noms. Melissa McCarthy, entre autres. Puis la jeune Ellie... Oui. Bailey, quelque chose. En tout cas, bref. La petite sirène. Oui, et visuellement, ça a l'air vraiment spectaculaire. Rob Marshall qui réalise, et lui qui a réalisé plusieurs comédies musicales et tout. Chicago, Into the Woods, Les Misérables. Fait que, moi, j'y crois que ça va être un très, très grand succès. Ça va être, je pense, un film de très bonne qualité, mais
Donc, c'est que La Petite Sirène fait partie de ces dessins animés très appréciés, iconiques, c'est ça. Même si ça date de 89, mais c'est ce qui avait reparti Disney. On sait que Disney avait connu quand même une période creuse dans les années 80 pour leur film d'animation. Et en 89, La Petite Sirène avait ben je pense que c'est aussi arrivé sur l'ère de gloire du VHS. Oui, effectivement. Là, au cinéma, je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais moi, très bien on les aussi, possédait tous. Là. Ouais. Fait que, bref, quoi de plus à dire allez la voir si vous voulez. Ça a l'air super bien. Ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pas d'enfant, je suis un peu vieux pour ça. C'était pas mon préféré, mais écoute, professionnellement, je vais sûrement aller le voir, là, de bonne foi. Là. C'est juste, je suis pas excité d'aller voir ça. Là. En fait, aucun des remakes. Je crois que j'ai vu que le Livre de la Jungle. J'ai pas vu Aladdin, j'ai pas vu Le Roi Lion, j'ai pas vu La Belle et la Bête. Non, c'est ça. Je suis pas. J'aime mieux les productions originales que les remakes de leur propre affaire. Et juste avant d'enregistrer, on a vu que Ruby Gillman, Teenage Kraken, donc Ruby Gillman, Kraken adolescent, des studios DreamWorks, on vient de lancer la bande-annonce. Ça va prendre l'affiche le 30 juin, donc un mois après la petite sirène. C'est quand même un peu pari audacieux. Oui, et c'est de l'animation ici. Ouais. L'histoire d'un jeune Kraken, une jeune Kraken, c'est une espèce de pieuvre géante des mers, là, dans la mythologie des pirates et tout, comme dans Pirates des Caraïbes, par exemple, qui se fait passer pour une humain. Oui, bien qu'elle ne ressemble pas du tout à une humain. C'est ça, mais en tout cas, drôle, en mettant des vêtements et des lunettes, ça passe. Puis elle va entrer en contact un peu avec une sirène qui se fait également passer pour une humain, fait que je pense qu'il y a beaucoup de magie là-dedans. Sauf que dans cet univers-là, c'est plus proche de la réalité. La mythologie réelle, c'est que les sirènes, c'est pas des bonnes créatures, c'est des méchantes créatures. Et là, c'est comme la clique des ados hot qui intimident les autres un peu. Oui, c'est ça. Fait que là, elle va devoir assumer son côté kraken et avoir une grosse bataille marine. Ouais. Mais on est dans le monde des humains, fait que les humains comprennent comme que dalle de ce qui se passe sur une ville côtière ou quelque chose comme ça. Fait que c'est assez flyé. J'aime l'audace de cette proposition-là qui diffère de ce qu'on voit d'habitude. Mais je sais pas si à prime abord, c'est quelque chose qui va faire courir les foules... pour eux, là, mais je suis content qu'ils osent faire le truc. Il y a Kirk Demico qui est associé au projet là, comme co-scénariste et réalisateur, lui qui a travaillé sur les Croods puis Vivo. Puis j'ai noté aussi la co-scénariste Pam Brady qui avait scénarisé Hot Rod dans le temps, le cascadeur avec Andy Samberg et tout. Complètement différent, mais... Fait qu'on leur souhaite bonne chance avec ça. À suivre cet été pour Ruby Gillman, Teenage Kraken, qui est quand même un drôle de titre. Là. Ouais, c'est plus juste, vendeur. Juste là, Teenage Kraken, mais le fait de la prénommer, je sais pas, ça colle moins comme... Ça fait un peu comme The Diary of a Wimpy Kid. Là, je sais que c'est un certain succès, mais c'est pas des titres accrocheurs. C'est trop long. Puis au Québec... des fois on les oublie, mais Farador, la bande-annonce officielle, a pris l'affiche hier. Fait que là, en fin de semaine, elle va sûrement être devant plein de projections sur les écrans. Fait que c'est comme moi j'ai vu le film final à Ciné-Québec, toi pas encore, mais on a parlé souvent avec l'équipe, fait qu'on dirait qu'on l'oublie, mais ça s'en vient, puis il y a vraiment un hype, là, une popularité grandissante pour ce film-là. Les gens ont vraiment hâte, puis... tant mieux, tu sais, puis il a été présenté au Rendez-vous Québec Cinéma. Ils ont fait vraiment un gros succès avec cette projection-là. Tout le monde était... plein de gens étaient costumés. Fait que le 21 avril pour Farador, la bande-annonce montre assez bien que c'est pas juste un film d'univers fantastique, mais qu'on est dans le monde réel. C'est plus des gens qui arrivent pas à délaisser leur espèce d'adolescence puis grandir. Je mentionne la musique de la bande-annonce, je suis pas convaincu, mais la musique du film est vraiment meilleure que ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est juste mon opinion personnelle, là. Laissez-vous pas peut-être abattre par ça. Alors, j'irai la voir parce que moi, je ne l'ai pas vu encore, effectivement. Donc, restons peut-être dans le film familial, l'offrande de la semaine, avec Shazam! Fury of the Gods de David Sandberg. Donc, deuxième volet avec ce super-héros adolescent, oui, plutôt comique. Ouais, La Rage des Dieux. Shazam! La Rage des Dieux au Québec. Ça met encore en vedette j'ai pas noté le nom quand ils sont jeunes parce qu'ils sont moins quand ils sont adolescents parce qu'ils sont moins connus, mais les noms des ceux qui incarnent les héros, c'est Zachary Levi, Adam Brody, mais on voit l'apparition de Rachel Zegler cette fois et les deux méchantes et super actrices Helen Mirren et Lucy Liu.
Alors, on suit encore Billy Batson. On est vraiment dans la mode. Tous les super-héros, toujours ça a la même lettre de prénom. Les effectivement. Billy Batson puis son ami Freddie Freeman, qui n'est pas le joueur de premier but des Dodgers de Los Angeles maintenant. Freddie Freeman. Je suis moins de baseball. Il était à Atlanta vraiment longtemps, puis l'an dernier, je pense que c'est les Dodgers qui l'ont signé. Puis, bref, on suit Billy Batson. On est à Philadelphie, qui est un ado orphelin. C'est lui qu'on avait connu dans le premier volet. Fait qu'il est dans sa famille d'accueil, mais là, il est sur le bord d'avoir 18 ans et déjà qu'il a des troubles d'attachement. Fait qu'il veut vraiment souder avec ses amis. Et à la fin du premier volet, il avait pu partager ses pouvoirs avec tous ses frères et sœurs de la famille d'accueil. Fait que là, ensemble, ils sont une gang d'héros qui essayent de régler des problèmes à Philadelphie quand il y a des catastrophes, des choses comme ça. Pas nécessairement des super vilains, là. On comprend qu'il n'y en a pas eu entre le premier puis ce volet-ci. Mais ils sont pas si doués que ça. Là. Ils font un peu le mal en essayant de faire le bien. Ils ont de bonnes intentions, mais le résultat final n'est peut-être pas toujours à la hauteur. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Mais... fait que la ville les aime, sont mis chauds un peu envers eux. Fait que leur identité reste secrète. Ce qui est très drôle parce que dans le monde du sport, Philadelphie est reconnue pour être des partisans assez acerbes, cinglants, pas les meilleurs. Donc c'est dans le pas caractère les plus cool, de la ville. genre, ouais, c'est quand même drôle comment ils appellent dans pas des Philly Fiasco. Ouais, Philly Fiasco, c'est trop ça. Fait que bref, il maîtrise encore mal un peu ses pouvoirs, son image de super-héros, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que tu sens que c'est Billy qui veut vraiment comme centrer les gens autour de lui, pas pour être le chef, mais plus pour essayer de rallier, alors que tout le monde essaie d'avoir des projets solo, de faire chacun comme il l'entend. Lui disant, il faut toujours qu'on soit, c'est tout le monde ensemble, c'est vraiment important. En fait, les autres veulent voler de propres îles. Oui. C'est ça, et tous des héros qui volent. Fait que c'est drôle. Je me demande s'ils le disent pas littéralement dans le film, cette phrase-là. Mais bref, un de ces quatre, par un beau matin, des super méchantes... des déesses. Des déesses qui viennent d'une espèce d'ancien temps, style Grèce, récupérer un sceptre pour reprendre le pouvoir qui leur est dû et que Shazam et sa bande leur ont volé. Mais ça, tu comprends que c'est une histoire bien au-delà, bien avant que Billy soit au courant de ça. Fait que, bref, rentrer des problèmes entre les Philly Fiasco et ces madames-là qui veulent tout péter. Donc, le premier volet était sorti en 2019. Évidemment, celui-ci était retardé avec tout le problème de la COVID et tout ça. Donc, il aurait dû sortir quand même un peu plus tôt. Moi, j'avoue que le premier à l'époque, j'étais tellement sceptique. Faut dire que ça cassait le ton très noir et sombre des films de Zack Snyder. Ouais. On allait vraiment ailleurs. Et finalement, ça avait été une belle surprise, honnêtement, le premier Shazam. Donc, le 2 est vraiment en continuité. Donc, on reste dans le film très léger, justement beaucoup plus familial. Beaucoup d'humour très présent. Moi, je dirais... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Rachel Zegler, que tu as nommé, qu'on avait vu dans West Side Story, en fait découvert, parce que c'était son premier rôle dans West Side Story. Et honnêtement, à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle captive. On est là, puis on la regarde, puis on y croit. Elle a tellement un charisme fou. Et pour le reste, c'est un film de super-héros. On s'en cache pas, quand même un peu générique, là. C'est pas exceptionnel. On n'a pas réinventé une recette. Non, c'est ça. Puis... Fait que si vous avez aimé le premier, normalement, vous devrez aimer le deuxième. C'est la force du film, c'est qu'on dirait que les films de super-héros, on l'a vu dans des derniers Marvel, se veulent de plus en plus sérieux, justement. On va dire non, c'est des vrais enjeux, des vrais problèmes. Mais là, puisque c'est des adolescents entre 14 et 18 ans qui sont ces super-héros-là, ils sont très adolescents, ils vivent leurs premiers amours. Ouais. Le Billy Batson, lui, il fantasme sur Wonder Woman. On est dans l'univers DC, fait que tous les autres héros existent. Fait que, oui, cet angle-là d'avoir des super-héros, avoir les comportements de leur vrai alter ego d'adolescent ou préadolescent, même il y en a un peu plus jeune. Ça donne des situations qui sont quand même assez comiques. Un peu à la Spider-Man, mais encore plus léger peut-être. Fait que bref, c'est un peu ça. Là, il y a beaucoup de personnages, c'est peut-être ça un peu le défaut, comme les deux méchantes. On voit beaucoup Helen Mirren qui a l'air d'avoir vraiment un plaisir fou à être dans ce contre-emploi-là, comme quand elle joue dans Les Rapides et Dangereux aussi. Mais ça donne très peu d'écran à Lucy Liu. Elle est comme juste... Elle est aussi souvent à l'écran, mais elle parle pas, elle dit presque rien. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Ça aurait pu être n'importe qui quasiment, puis ça aurait tout à fait. la job. Fait que, bref.
Puis, petit fun fact, Rachel Zegler avait auditionné pour être dans le film de Flash, pour jouer Supergirl. Mais elle n'avait pas eu le rôle, mais c'est l'agente de casting qui a proposé à la gang de Shazam, vous devriez la passer en audition, elle pourrait être très bonne. Ben, donc, surtout, j'ai Supergirl qu'on va voir dans The Flash en juin, c'est ça? Mais il me semble qu'elle est petite, Zegler. Je sais pas de la personne qui ont casté finalement, mais ça a l'air d'être plus une fille de 5 pieds 8, 9. Là. Ouais, je sais pas. A l'air de faire 5 pieds 3. Là. C'est peut-être la raison d'ailleurs. En costume, peut-être qu'elle n'était pas assez impressionnante. On parlait de la petite sirène. Elle va jouer Blanche-Neige dans la prochaine aussi adaptation en prise de vue réelle. Et comme c'est souvent le cas, rester à l'affût jusqu'à la toute fin parce qu'on a des scènes post-génériques qui sont un peu étranges parce qu'on a parlé... mes réserves, oui. On a parlé dans le balado, si vous êtes très à l'affût un peu des films de super-héros, on sait que cet univers-là de DC Comics va être réinterprété, va être remis à zéro. Donc, on a tout ça. Est-ce que, malgré que je suis allé lire un peu, et James Gunn, pour ce qui concerne Sean Levy et Shazam, n'a pas dit un nom définitif. Mais c'est pas pour tout de suite. Okay. Donc, on peut s'attendre si jamais... Mais Sean Levy, quoi, ce serait... Il revient. Zachary Levi. Zachary Levi. Ouais, Sean Levy, c'est réalisateur. Désolé. Ça, donc, Zachary Levi. Donc, ça se pourrait qu'il revienne. Ce serait peut-être le seul rescapé de cette incarnation-là de l'univers DC, mais ce ne sera pas avant peut-être 3-4 ans. Est-ce que le public va avoir encore de l'intérêt? Je ne sais pas. Donc, c'est comme un pari risqué de nous montrer des choses que finalement va peut-être juste se terminer là. Très peu de chance. Puis d'ailleurs, que j'avais complètement oublié celle du premier film, et parce qu'on voit une petite créature, une espèce de ver dans le deuxième, là, qui s'appelle Mr. Mind, en fait, qui est vraiment un personnage de bande dessinée. Et il était dans le premier à la toute fin aussi. Okay. Donc on le ramène, mais tu vois, je l'avais complètement oublié. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le réalisateur David Sandberg qui fait sa voix. Alors, oui, OK. Alors, il s'écrivait peut-être... il se gardait un plus grand rôle pour un troisième film, qui sait. Peut-être. Mais c'est quand même une des forces aussi, c'est que on voit ça de plus en plus, quand il y a des franchises comme ça, ils vont les garder au même réalisateur parce qu'il connaît l'univers, il est allé lire toutes les BD, souvent ça a été attaché. Tu sais, Shazam n'est pas du tout le plus connu, là. Non. Puis, mais... ils vont trouver un réal que lui a dit hey, moi je lisais ça, c'est ça que je capotais là-dessus, un peu comme Del Toro avec les Hellboy à l'époque où je veux ça, fait que là tu dis ok ben parfait, tant que ça marche c'est toi qui vas y faire, t'es bon là-dedans puis ça va bien. Ryan Coogler avec Black Panther, des choses comme ça, t'sais. Tout à fait. Donc, ou Gunn avec les Gardiens de la Galaxie. Oui, un très bon exemple. Alors allons complètement ailleurs cette fois-ci avec La Cordonnière de François Bouvier. Oui, on est au Québec. François Bouvier qui nous avait donné, pas la Québec, comme tu as dit, l'entrée de jeu, mais la Bolduc également. Un scénario de Sylvain Guy qui nous a donné des films de mafia comme Mafia Inc. et Confession, mais également Louis Cyr ou Monica Lamitraille qui sont plus sur des personnes historiques du Québec. Louis Cyr a plus de statut de lui que Monica Lamitraille, par contre. Et c'est adapté des romans de Pauline Gill. On est au tournant du 20e siècle à Montréal. On suit Victoire Dussault qui réalise qu'elle a plus que quelques semaines à vivre. Fait qu'elle va demander à son fils Oscar de retourner avec elle une dernière fois dans la maison familiale de Pointe-du-Lac. Puis sur place, elle qui est la fondatrice de la grande cordonnerie puis qui a fait la fortune de la famille Dufresne, ça qui est une vraie famille à Montréal. Elle va revenir sur les défis professionnels qu'elle avait dû connaître au début, puis les préjugés d'être une femme cordonnière qui fabrique des souliers, que c'est ça son désir. Puis pour soulager sa conscience, elle va comme raconter à son fils sa jeunesse et cette époque-là, mais aussi sa rencontre avec son époux Thomas Dufresne, mais que juste avant était aussi en relation amoureuse avec le père, donc Georges Noël, qui était son voisin, mais aîné de 20 ans. Fait qu'il y a un peu de mystère autour de ça. Fait que c'est comme le synopsis court, on peut le décrire un petit peu plus sans spoiler. Là. Ouais, c'est sûr qu'à la base, c'est une histoire d'amour. C'est aussi... On est entre l'historique puis l'amour. Là. Et le film est comme une espèce de condensation, je dirais, principalement, je pense, plus des 3 premiers romans, de ce que j'ai pu aller lire un peu du 4e. Donc, ça reste une intrigue complète en soi. Je
Je sais pas si ça a été filmé au village d'antan de Drummondville. Je sais pas. Non, mais la reconstitution historique est quand même très, très bien faite. Faut lui donner. Donc, je pense que ça va plaire. Si vous aimez les films d'époque québécois, avec quand même un pan d'histoire que je ne connaissais pas, bien que si l'emphase n'est pas nécessairement très mis sur sa réussite de cordonnière et d'entreprise de fabrication de souliers. L'intrigue est plus en arrière-plan, mais avec quand même ça d'intéressant que moi, je ne connaissais pas. Et je serais curieux de voir avec l'autrice des romans, parce que ça doit être quand même touché de s'inspirer de faits réels, d'un vrai personnage, après ça d'inventer une fiction. Je sais pas, vis-à-vis de la famille et tout ça. Mais est-ce que tu inventé? Est-ce que c'est vrai? Je pense que l'histoire d'amour, oui, de ce que j'ai compris. Puis même au générique, ils disent que c'est inspiré d'événements inventés. En tout cas, je ne me rappelle plus de la tournure de phrase. Là. Donc oui, fait que cette histoire-là d'amour n'a pas existé vraiment. Là. Donc voilà. Parce que c'est ça, fait que la manière que le film est pacé, t'as comme une première demi-heure, 40 minutes que tu sens que c'est vraiment... ça, là, son désir si personne l'encourage, elle fait des souliers, elle essaie de les vendre au marché public, les gens, ils n'ont pas l'air fiables tes souliers, blablabla. Puis là, le voisin va l'encourager, lui, parce qu'il a un peu plus de moyens, mais il est marié, il a des enfants. Puis là, éventuellement, on va tomber vraiment dans la trame d'histoire entre la relation impossible avec le père, le mariage avec le fils, ça. Puis comme tu dis, là, ça tombe vraiment en arrière-plan, le fait que la compagnie de souliers fonctionne de plus en plus et tout. C'est plus ça. Fait que c'est pas un portrait biographique, c'est vraiment une romance. Une romance historique, mettons. Là, tout à fait. Du Québec. Puis, il s'en cache pas, là, Sylvain Guy, c'est ça qu'il a raconté là. Il voulait plus parler du caractère du personnage, que c'est ça, plus exactement de ce qu'elle est. Et j'ai pas mentionné qui joue là-dedans. Ben oui. Mais c'est Rose-Marie Perreault, qui est la Victoire Dussault jeune. Élise Guilbeault, qui est la plus vieille, fait que quand elle parle à ses enfants et qu'on revient dans le passé. Et les deux voisins, Pierre-Yves Cardinal, qui joue celui qui est plus âgé, Nicolas Fontaine, qui devient son mari. Et le frère, joué par Henri Picard également. Ouais. Et petit bémol, moi je pense que j'aurais inversé. Je pense que j'aurais pris plus Henri Picard dans le rôle de Thomas. Je trouve que... Tu trouves qu'il y a plus de présence? Puis peut-être une bouille plus... Parce que je peux faire une petite critique très légère du film, c'est que je trouve que le côté... En fait, le film ne possède pas nécessairement un côté très romantique. Puis c'est peut-être très voulu dans le ton, et c'est ce que le réalisateur voulait. Je respecte ça. Mais... je sais pas, pour un film qui se veut quand même un peu sulfureux et tout ça, une espèce de désir interdit, je trouve qu'Henri Picard évoque un côté peut-être plus sensuel, en tout cas une plus belle bouille que l'autre, mais c'est juste mon petit commentaire. Ouais, ben là tu l'as vu plus... ça fait moins longtemps que moi que tu l'as vu, c'est ça aussi, c'est plus frais dans ta mémoire, fait que t'es peut-être justement encore attisé de tout ça. Mais ça se dit, Rose-Marie Perreault, quand même une actrice qui prend de plus en plus de galons, elle était également à l'affiche dans Crépuscule pour un tueur. Oui, effectivement. Donc, puis je pense que c'était quoi, Les Faux Tatouages qu'elle avait fait connaître il y a quelques années. C'était un premier film de Pascal Plante. En quelques années quand même, là, elle a réussi à pas mal s'établir. Donc, et c'est ça. Fait que c'est quand même une grosse sortie au Québec. Tu sais, il semble que c'est produit par Christian Larouche. Fait que ça, c'est des grosses productions. Fait que c'est pour ça que je serais pas surpris que ce soit sur plein d'écrans. Donc, on peut s'attendre quand même à un bon succès pour La Cordonnière. Et ça me rappelle aussi justement La Bolduc. C'était sorti au mois de mars-avril aussi également. Bien, fait que c'est comme une période à cinéma québécois d'antan, peut-être. Là. Quoique Louis Cyr, lui, était sorti à l'été. Là, mais bon, c'est peut-être juste le timing de ces deux films-là, littéralement. J'ai vu également Brother au Québec, qui s'appelle 33 tours, de Clément Virgo. Et ça vient adapté du roman de David Chariandi. C'est un film canadien. Et souvent... les films canadiens ont un look d'enfants pauvres, mais c'est vraiment pas le cas ici. Okay. C'est une très belle production à la hauteur de n'importe quel drame américain de A24. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu Moonlight de Barry Jenkins dans une certaine vibe, ou les premiers films de Spike Lee. On est dans le quartier torontois de Scarborough dans les années 90, et on va suivre deux frères, pas orphelins, mais qui ont jamais connu leur père, vivent avec leur mère. Fait que le grand frère a un peu l'aspect d'un père pour le plus jeune.
Il n'y a pas de relation incestueuse avec la mère. Faites-en pas, mais comme figure paternelle. Fait que les deux vont se tenir beaucoup ensemble, mais tu sens que le plus vieux, lui, veut s'émanciper puis comme transcender ce milieu. Il rêve de grandes choses. Ouais, c'est ça, exactement. Et surtout dans la musique, il veut devenir un producteur comme Dr. Dre. D'où le titre 33 tours en exactement, français. Il écoute beaucoup de vinyle. C'est très un gros fan de musique, mais c'est aussi un costaud qui s'en laisse pas imposer dans le quartier. Fait que son frère, qui est beaucoup plus sensible, qui est plus introverti, plus réservé, va le suivre pas mal tout le temps. Puis, le film est divisé comme en 3, peut-être pas décennies, mais 3 parties temporelles. Tu les vois quand ils sont vraiment jeunes, fait que, mettons, quand ils ont 7-8 ans, on sent qu'ils ont peut-être 4 ans de différence, mettons, là. Mais en tout cas, ces âges-là, quand ils seront au secondaire, puis dans la vie adulte, quelques années plus tard, et on sent qu'il y a un drame qui s'est passé. Et tout au long du film, là, le récit va se promener là, d'une trame à l'autre un peu. Mm-hmm. Pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas juste une histoire de quel événement tragique va arriver, mais le réalisateur voulait vraiment qu'on sente c'est comment être un Afro-Américain, Afro-Canadien là, quand on se promène dans la rue, la perception des gens sur soi. C'est drôle parce qu'il est Aaron Pierre, il est super costaud, là, à la Jonathan Majors quasiment, là. Puis tu comprends qu'il est full doux, il est full respectueux avec sa mère, il protège son frère. Oui, il se tient avec des petits pas fins, mais lui, il fait pas ça. Il est plus focusé sur la musique, son ami DJ. Mais des fois, il se promène dans la rue avec un hoodie, puis soudainement, t'es comme, hey, il a l'air d'un gars qui veut se battre, tu sais. Puis alors que pas du tout. Fait que c'est ça, le film te laisse un peu penser que si tu le croisais sur le trottoir, t'aurais peut-être peur, puis on en voit des gens qui se tassent d'un pas quand ils le voient, surtout que tu en plus, ça se passe il y a comme 30 ans. Ouais. Mais fait que c'est très intéressant dans la mise en scène. C'est super beau. C'est un petit peu, des fois, audacieux, justement, là, tout ce mélange de temporalité-là. Pourrait ressentir quelques longueurs. C'est un rythme assez lent, assez introspectif. Là. Pas lent comme juste... Tu vois quelqu'un manger une tarte puis rien dire pendant 20 minutes, là, mais ça prend du temps avant qu'il y ait un petit peu plus de rythme, si on veut, dans ce qui se passe. Ils se font beaucoup harceler par les policiers également. Dès qu'il y a du brasse camarade, on va... Hey, il y a eu un vol, il y a à 3 pâtés de maison d'ici, là, on vous fouille. Puis, ils sont vraiment tannés de tout ça, t'sais. Fait que le film est nommé 14 fois au Screen Canadian Awards, les prix écran canadiens. Là. C'est vraiment beaucoup. J'ai regardé un peu c'était quoi les nominations. C'est sûr que 14 fois, c'est la façon de dire que ce film-là se démarque parmi le reste, mais qu'il n'y a peut-être pas une grande diversité non plus de bons films canadiens. Il y a Viking qui est en nomination dans quelques catégories également. Je sais pas comment ça marche l'inscription. Il y a pas tous les films québécois sont pas là. C'est pas non plus un run de marée. Ça doit... C'est souvent le cas, honnêtement. T'sais. D'habitude, tu as comme 1 ou 2 films québécois qui vont réussir. Quand il y a un film québécois exceptionnel, lui, il va peut-être avoir c'est comme Crazy ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Avoir 10, 11, 12 nominations, puis il va gagner gros, mais... c'est ça. Ouais. Fait que il y a encore les deux solitudes quand même un peu présents. Exact, mais je sais pas si c'est parce que je crois pas que chaque film québécois est soumis là-bas. Ça doit, moi j'ai l'impression. Ah ouais, peut-être. Ouais, j'ai l'impression. Mais des fois, ils vont préférer nommer des trucs plus obscurs canadiens que personne n'a vu. Ils ont un peu pas le choix. Viking, il y a eu une ça. grosse reconnaissance au TIFF puis tout. Fait que lui, c'est comme parfait, on le place. D'ailleurs, Brother aussi avait joué au TIFF puis s'était fait remarquer là-bas. Fait que moi, il y a une aussi... histoire dans l'air du temps, finalement, quand même, avec tout ce profilage racial. Puis, mais on dirait qu'avant d'aller voir le film, je pensais pas que c'était ça. Je croyais que ça allait être comme 2 frères puis un qui veut faire du rap. Puis j'étais sûr que c'était parce qu'il y avait beaucoup de scénarios qui parlaient de ce milieu-là. Puis là, je parlais 2 frères, mais la relation avec leur mère aussi, monoparentale, qui travaille comme une forcenée pour qu'ils aient à l'école puis qu'il y ait l'éducation. Fait que ça a l'air de... on a tous déjà vu ça dans plein de films. Ben, peut-être que... Mais je l'ai trouvé vraiment touchant dans celui-là, puis très près de nous, finalement, genre. C'est comme après, j'ai lu sur une entrevue avec le réalisateur qui évoquait, tu sais, je veux que les gens ressentent ça, je veux que c'est pas un film de noir pour les noirs, tu sais, pour tout le monde, c'est un film qui se veut empathique à sa façon, puis c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je le regardais, puis je le savais pas que c'était ça l'objectif, donc c'est mission réussie, t'sais. Fait que je pense honnêtement que c'est le meilleur film de cette fin de semaine
si on va aux qualités qui font des grands films. Là. Mm-hmm. Mais là, si ça vous parle pas pantoute, ben, allez voir ce qui vous intéresse. Je vous en tiens pas rigueur. Mais bref, pour les qualités esthétiques. Aussi beaucoup de nominations, bien évidemment, avec 14. Là, au traitement sonore, c'est vrai que c'est très présent. Mais c'est ça, c'est pas un film que les gars vont rapper tout le temps. Ils écoutent de la musique très variée. Ils se veulent plus producer. À un moment donné, il se peut avoir des DJ battles un petit peu. Mais c'est pas tant que ça autour du rap. Tu vois que ça les inspire au niveau vestimentaire, mais c'est pas 8 Miles. Dans les autres sorties, le retour du documentaire québécois de la semaine. Et très bien ici pour J'ai placé ma mère de Denis Desjardins, qui a fait un passage à Tout le monde en parle. Assez remarqué, ouais. Le documentaire va suivre dès 2018 les efforts de lui et sa sœur pour trouver un CHSLD décent pour leur mère qui est atteinte de maladie d'Alzheimer. Donc, la dégénérescence progresse malheureusement. Fait que c'est drôle, il avait fait un docu que j'ai pas vu, mais en 2019, donc il avait dû commencer à tourner ça un petit peu avant, évidemment, où là, ça s'appelait Le Château, puis il plaçait sa mère... C'est le nom de la résidence, le château, quelque chose. Puis elle commençait déjà sa perte d'autonomie, fait qu'il fallait qu'elle passe, je pense, de autonome à non autonome ou semi-autonome, là, une affaire de même. Fait qu'on voyait le parcours de comment là-dedans, mais là, on sent que c'est malheureusement la descente. Puis ce qui est arrivé, il a dû en parler, c'est que la COVID a frappé ce moment-là. Ça faisait partie des CHSLD qu'il y avait beaucoup de cas. Tu étais en isolation, il y avait ne pouvait pas parler à sa mère, ne pouvait pas aller la visiter. Il y avait des infirmiers qui l'appelaient une fois de temps en temps pour donner des nouvelles, mais fait que c'est vraiment dur, là. Ça arrive vers la fin du film. Puis tu sais, le processus, on sent qu'il y a une frustration. Il va avoir évidemment des appels avec des professionnels que tu vois qu'eux autres, c'est comme, ben gars, moi je fais ma job, faut que je la place. S'il y a une chambre là, tu l'envoies. Si tu refuses, on te remet dans la pile. Très, très bureaucrate. Mais il y en a aussi qui sont très humains, très chaleureux, très empathiques. Fait que c'est pas juste une façon de dire que tout est noir puis tout est pourri. Mais en général, il y a un gros problème et c'est de toute façon toutes les strates gouvernementales, c'est qu'à un moment donné, la bureaucratie est plus forte, plus forte que chaque individu. Puis c'est dur de changer cette machine-là. Fait que ça conscientise là-dessus. T'sais. Puis j'en parlais des fois, c'est le genre de film que je sais pas, j'aurais pas écouté, mais j'ai pris le temps, puis je le regrette pas, il y a quelque chose de très touchant, puis là, ça me rappelle aussi que mes parents sont encore en forme, mais plus je vieillis, plus ils vieillissent, puis à un moment donné, ben, peut-être avoir des choix à faire là-dessus, puis c'est ça qui est un peu brisant, mais ça fait partie peut-être du bagage d'expérience de voir. Et c'est d'autant plus inquiétant parce que c'est pas la première histoire d'horreur non plus qu'on entend avec tous ces foyers-là, fait que c'est très questionnant. Mais moi, je dois avouer que j'aurais peut-être pas été porté non plus à l'écouter, mais suite à leur passage, Tout le monde en parle, que j'avais trouvé très touchant, oui, ça m'a donné le goût, effectivement, de regarder ça. Puis je pense que ça va avoir un bon rayonnement à cause de cet entretien-là. Fait que... Ben, puis, tu sais, c'est sûr que dans leur histoire aussi, c'est pour ça que tout est pas mis autour de la COVID. C'est pas un film pour vous rappeler la COVID, parce que sinon, ça serait quand même anecdotique d'une certaine façon. Parce qu'ils ont été extrêmement malchanceux dans ce scénario-là. Tout le monde, quand c'est arrivé, savait pas quoi faire, savait pas comment gérer ça. Puis ça a été un fiasco quand même, comment ça a été géré dans des résidences pour personnes âgées. Mais c'est pour ça que le 3/4 du film, c'est comme avant que tout ça arrive, fait que juste le traitement normal comme on voit pour aujourd'hui, elle a plus faut l'envoyer à une place, ils vont la visiter, il dit « Je refuse que ma mère est là », c'est un endroit qu'on dirait qu'on lui demande de mourir en étant à cet endroit-là. Puis elle dit « Ah ben là, vous refusez », puis c'est comme mal. T'as zéro choix, t'as zéro contrôle. C'est finalement. Ça. Puis quand il t'appelle, s'il y a une place là, faut que tu décides ça, là. 24 heures, c'est ça. Ouais, c'est hallucinant. Pour quelque chose d'aussi important et de digne pour quelqu'un en fin de vie, c'est comme traité comme de la marchandise. C'est ça, puis on parle moins du privé. Je sais pas si on parlait à tout le monde en parle, mais le privé, ça existe, mais c'est des affaires de 5 000 $ par mois. Là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Non, c'est fou, là. Et ça. Et dans les autres films, il y a Inside Enfermé de Vasilis Katsoupis avec Willem Dafoe, que j'attendais avec une certaine impatience, mais qui finalement est en sortie très limitée. Fait que on n'a pas eu la chance de le voir. Il y a certains cinémas dans certaines villes qui l'ont. Fait que
dans ce temps-là, c'est une stratégie de sortie qui est tout à fait louable. Là. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. D'essayer de créer un buzz, puis que là, au fil des prochaines semaines, il va y avoir de plus en plus de copies accessibles pour créer une rareté, finalement, pour le film. Mais la prémisse, c'est quand même assez intrigante. C'est ça. Dans le fond, c'est un voleur qui rentre dans un appartement à Manhattan, au dernier étage d'une grande tour à condo, pour voler des œuvres d'art, mais là, il va y avoir une malfonction, il va rester coincé là, et ça a comme fait monter la température. Je pense que ça joue, fait que des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid, il y a comme plus d'eau, il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien, puis son complice qui est de l'extérieur l'abandonne là, pas se faire pogner, fait qu'il est vraiment coincé seul dans un appartement qui a juste des œuvres d'une grande valeur. Genre. Et doit survivre le temps de trouver une façon de s'en échapper. Exact, puis c'est sans devenir fou aussi. Puis c'est Willem Dafoe qui est toujours assez intense. Ouais. Fait qu'on souligne la bonne mise en scène, la direction photo, mais la critique reste divisée entre l'ingéniosité, mais le concept qui va s'essouffler un peu au fil du récit. Fait que c'est pour ça que des fois ça donne des espèces de Rotten Tomatoes de milieu, mais c'est parce qu'il y a du monde qui adore puis du monde qui déteste. Là. S'il y a les moyennes, ça marche juste quand les vraies réponses sont autour de la moyenne, sinon ça fait pas de sens. Voilà pour Inside ou Enfermé. Fait que c'est tout pour cette semaine. Moins de sorties, c'est plus léger un peu. La semaine prochaine, c'est un programme assez costaud. John Wick, Chapter 4. Près de 3 heures en plus. Oui, temps de durée. 2h49, mais les premiers échos, là, il y a eu des visionnements de presse aux États-Unis, à Montréal également, sont excellents. Là. Pour ceux qui aiment le genre, on dit non, chaque minute mérite d'être là. Tant mieux. Bien curieux de voir ça, mais les échos sont super positifs. En fait, moi j'aime les John Wick, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment le running time qui est mon ça. Non, vraiment. C'est surtout qu'il y avait l'idée d'en faire plein, d'avoir des spin-offs, d'avoir des affaires. Fait que pourquoi autant de temps d'écran dans celui-là? C'est aussi un peu plus dur pour les programmateurs, les salles de cinéma, là, des films, puis on dirait qu'on en a soupé cette année. Des films de plus de 2h30. Là. Fait qu'au lieu de jouer 4-5 fois par jour, des fois ils jouent juste 3 fois par jour. Fait que moins d'argent dans ce temps-là. Mais le troisième, c'est ça, on s'en reparlait au bureau, puis les premiers, c'était plus limité. Ils avaient fait un premier week-end de 15 millions, l'autre 30, mais le dernier 55. Oui, plus ça va, plus... J'imagine qu'ils ont sûrement des espoirs d'avoir un genre de 60-70 millions au premier week-end, mais comme tu dis, ça reste des films 13 ans et plus. Je sais pas si sont rated R aux États-Unis, sûrement que ça doit 18 ans, je peux pas voir. Ils sont pas mature, mais ils sont rated R, c'est ça. Fait que... c'est ça, bien curieux, on saura plus tard, mais je pense que ça va être cette semaine avec Shazam, ça va être un petit peu plus tranquille au box-office. Fait que tu me disais que tu allais te retaper les 3, mais peut-être pas... D'habitude, je fais ça avec... depuis le 3, on fait ça avec des amis. On avait réécouté les 2, puis on était allé voir le soir même le 3e. On avait encore pour projet de le faire, mais je leur ai pas annoncé encore qu'il durait presque 3 heures. Je sais pas s'ils écoutent le balado. Surprise. Fait que sinon, peut-être qu'on va le faire en deux jours ou en 2 soirs. Là. Une journée qu'on tape les 3, puis le lendemain, on va voir le... Moi, j'avoue, je pense que je vais les réécouter. Pas une journée, mais ouais, je pense que je suis dû pour... c'est pas des films que j'ai réécoutés tant que fois. Je pense que le 1, j'ai peut-être vu 3 fois, mais les autres, je pense une fois. Là, fait que... c'est ça. J'ai dû voir le 1 3-4 fois, peut-être 3 fois, le 2 fois, puis le 3 juste une fois au cinéma. Là, fait que... là, moi, je sais pas. Je pense pas que je vais les réécouter avant que le 4 sorte. Puis là, je vais aller voir le 4 pour nous, pour le balado. Je retournerai le voir avec mes amis. Fait que tant mieux si toi, tu peux te retaper les autres pour faire le suivi de l'histoire. Des chiens d'Ali Berry. Comme pourquoi ils se coupent le doigt, etc. Fait que voilà, vous pouvez comme d'habitude nous écrire balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bonne semaine de films et bon popcorn.